Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'Uniquant Gaming Live, l'émission de ludopédagogie de l'Université de Caen. Aujourd'hui, on est en plein carnaval de Caen. Nous, on n'est pas costumés, mais on vous souhaite un bon carnaval si vous le faites. Autour de cette table, on retrouve Nicolas Abonneau. Bonjour. Bonjour. Et Jérôme Legris-Pagès. Bonjour Florine. Bonjour Le Jérôme. marchand. Et en régie, Lucie Tamboise qui nous rejoindra et Arthur Gatté. Au programme de cette émission, on vous propose 3 temps forts. D'abord, on va revenir sur une partie épique d'un jeu qui nous a occupé pendant 16 heures, qui est Europa Universalis, The Price of Power. Ça sera l'occasion de parler d'engagement, encore une fois, mais sur des jeux longs, et de l'intérêt pédagogique des jeux historiques en 4X. On va également faire un retour sur la Murder Party qu'on a organisée dans le cadre du Festival de médiation scientifique Enquête de sciences. Et pour finir, une présentation exclusive des journées scientifiques de ludopédagogie des 5 et 6 décembre prochains. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à commenter, à réagir dans le chat et à nous poser toutes vos questions. Donc on commence avec ce fameux jeu épique qui est derrière nous, effectivement. Que je vais... Europa Universalis. que je vais prendre à deux mains pour pas The me Price of ruiner Power. l'épaule. Donc, jeu de, est-ce que je m'aventure à prononcer mal le nom de l'auteur? Et ça se tente. Einwind Veltlesen, J'aurais pas fait mieux. paru chez Egir Games en 2023. Et donc, effectivement, on y a joué bien 16 heures la semaine passée. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous présenter le jeu en question? Oui, alors c'est... Enfin, je me permets. Hein. C'est un jeu qui est assez intéressant parce qu'il a connu différentes résurrections, j'ai envie de dire quelque part, et reconfigurations en termes de modalités de jeu. Donc à la base, c'était un jeu de plateau qui était sorti en 1993. C'était un de mes premiers très très gros jeux que je m'achetais d'ailleurs. Petite séquence souvenir, oui. 93, ça parlera à certains. Et donc, c'était un jeu qui avait été sorti, qui avait été créé par Philippe Douville. Je me souviens plus de la maison d'édition. Et néanmoins, c'était un gros jeu. Je crois qu'il y avait 80 pages de règles, écrit tout petit. Il devait y avoir 50 pages d'annexes, une soixantaine de pages de scénario. C'est déjà un énorme jeu qui simulait l'évolution de la société de la société européenne entre le milieu du XVe siècle, 1450, jusque globalement la Révolution française. Et donc ce jeu qui était plutôt un jeu qui quand même restait assez confidentiel malgré tout, parce qu'il était quand même très très lourd en termes de règles, en termes de calculs qu'il y avait à faire entre 2 tours. Je disais tout à l'heure, je me suis mis au tableur grâce à ce jeu, parce que c'était tellement compliqué de calculer le nombre de points, d'avoir des coefficients multiplicateurs pour savoir quelle somme d'argent on allait recevoir ou pas, que voilà, développer je m'étais dit, il faut que je m'outille. Donc le jeu, il a vécu et ensuite, il a connu une période de vie en mode jeu vidéo. Donc il y a eu 4 et bientôt 5 versions d'Europa Universalis. Donc là, qui était un portage sur jeux vidéo de la même problématique, hein, l'expansion européenne de globalement l'époque moderne, hein, milieu du XVe siècle jusqu'à 1815 à peu près. Fin de l'époque finalement moderne. Et là, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on avait identifié, d'ailleurs, comme certains des autres jeux dont on va peut-être pas parler de Weather Machine et Hegemony, mais d'autres jeux qu'on avait vus, en vrai, qu'on avait été à Essen il y a 1 an et demi maintenant, en 2022. Ouais. Et donc, quand on a vu ce jeu, on s'est dit, ouais, c'est un jeu qui a un potentiel intéressant. Et donc, ce jeu, c'est un jeu qui est ressorti chez Aegir Games. Donc en 2023, cela dit, je crois qu'il est daté 2023. Et donc c'est un jeu, donc c'est un 4X un peu particulier. 4X, c'est Explore, Expand, Exploit and Exterminate. Donc c'est le type de jeu où des jeux monstres de civilisation. Donc, c'est un type un peu particulier dans la mesure où il y a une dimension historique et une imprégnation des événements historiques qui est vraiment un des moteurs de jeu dans les mécaniques. Et ce qui en fait, je trouve, l'une des configurations les plus réussies par rapport à cette logique d'un jeu historique. Donc on va suivre des progressions qui sont historiques, mais à l'intérieur desquelles on va quand même pouvoir faire des choix qui peuvent amener à avoir
des conséquences historiques qui sont différentes par rapport à un premier point de départ. On pourra en reparler un peu après. Donc c'est voilà, un jeu où on est la tête d'une nation. C'est un jeu à scénario. On peut jouer à 2, on peut jouer seul, on a joué à 6 avec l'extension. Voilà, le mode un peu plus complet. Il y a un côté, je disais, sandbox, un peu bac à sable dans ce jeu, dans la mesure où on peut jouer de vraiment façon différente. Il y a beaucoup d'actions qui sont possibles à chaque tour pour les joueurs. Et on peut choisir de faire du commerce, de lever des troupes, d'améliorer son royaume. On peut se lancer dans l'exploration outre-mer. Et on peut faire évidemment des guerres, on peut faire des alliances, des mariages. Il y en a eu beaucoup dans notre partie d'ailleurs. Du commerce. Donc on a une richesse d'actions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de nombreuses cartes et de nombreux événements qui introduisent des micro-situations de règles qui sont aussi assez intéressantes. Donc, un gros jeu de simulation historique, si on veut le lire en 3 mots. Si tu veux compléter la présentation générale. Pas spécialement, non. C'est très long et on n'a pas du tout fait le scénario le plus long, d'ailleurs. Il y avait vraiment Cela, on a fait un âge et demi, je crois. On a fait le deuxième âge et le troisième âge, il y en a 4. On a joué de 1515 à 1715. À peu près, ouais. Et on peut jouer les 4 âges. Il y a 4 âges dans le jeu. Donc on peut 16 tours de jeu. Nous, on a fait 16 heures et en plus, on a fini vraiment. Au tout dernier moment, on a fini. À 18h, pouf, on a terminé. C'est marrant. Non, mais vraiment, et on faisait un tour en 2 heures à peu près. C'est à peu près ça. À peu près ça. La moyenne, même quand on était rodé, vers la fin, ça allait vite. On faisait à peu près 2 heures. Et en sachant qu'il y a... c'est un jeu qui est un peu particulier dans la mesure où on avait déjà fait une partie dès qu'on avait reçu la boîte. Tout petit scénario. On a juste commencé. Ouais. Et puis, je pense pas qu'on soit complètement mal à l'aise avec des règles parfois complexes, mais pour autant, donc, en travaillant, il y a une question peut-être. Il y a une question sûrement. Et donc, on peut la prendre. On a une question, merci beaucoup. Parce que j'arrive pas à lire. Est-ce que le fait d'avoir autant d'éléments de règles ne dessert pas l'engagement du joueur dans la partie? Et est-ce que pédagogiquement, il ne peut pas y avoir un intérêt de matérialiser les relations entre pays sur le plateau afin de discuter de cette situation avec les étudiants? Plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Ça Alors, fait partie il y a une première question qui est sur la complexité de ce type de jeu. Ça s'adresse à des gens qui en ont envie, qui recherchent la complexité. Non, mais c'est vraiment un type de jeu, parce qu'on parle des jeux experts, c'est même pas un jeu expert, c'est encore au-delà, à mon avis. Parce que je trouve que le niveau des jeux experts, on catégorise beaucoup de jeux experts maintenant qui sont en fait pas si experts que ça, mais on les met en jeux experts. Et ce jeu-là, c'est même plus un expert, en fait, c'est ce qu'on appelait les monster games, ça. C'est vraiment... Donc il y a effectivement alors c'est un vrai élément qui peut aussi ralentir. Donc ce que je disais un petit peu, on a passé, j'ai dû consacrer, je sais pas, une quinzaine d'heures à l'apprentissage des règles. Oui, tu avais tout préparé, ça. Chaque fois, Jérôme, il prépare tout. Ça joue beaucoup dans notre immersion dans le jeu aussi. Là, tu avais déjà mise. Alors la mise en place de la table, c'est 4 heures. Là, pour une partie à 6. Donc, 4 heures de mise en place de la table, les pions et autres. Avant, il y a donc un travail très important d'apprentissage de la règle. Et c'est un souci parce que il faudrait que la totalité des joueurs soient en maîtrise, au final, un peu du game flow, de la façon dont les tours se construisent pour pouvoir apprécier, parce que certainement que sur les jeux, enfin vous étiez joueurs et joueuses, sur les premiers tours, en fait, c'est difficile de se projeter sur une vraie action stratégique dans la mesure où il y a encore un apprentissage de règles. Et en fait, les tours, il n'y en a que 6, en fait. Ouais. Et je pense que c'est à la fin je dirais... au milieu du tour 3 que tout le monde commençait à être un peu à l'aise. Donc on avait déjà joué. Ce qui est assez dur, c'est que
on peut Ça, foirer un tour. Ouais. On peut vraiment faire un tour un peu naze parce qu'avant on a fait des bêtises et du coup. L'Ottoman a eu un très mauvais dernier tour. Horrible. À Que l'on cause, salue, Benoît. on salue le pape. Qui, et, Non, le pape c'était moi. Oui, je sais bien qui l'a Oui, bien. avec un événement. Donc, ouais, donc la complexité, ça peut être vraiment quelque chose qui peut amener du désengagement. Et c'est là où je pense que ce type de jeu, faut pas hésiter malgré tout à le sortir, à le jouer. Au contraire, je pense qu'il y a un potentiel qui est énorme parce que le revers de la médaille ou la récompense de la complexité, c'est que ça veut dire qu'il y a quand même de la richesse derrière et qu'on va pouvoir aller sur des éléments qui nous permettront, d'un point de vue pédagogique, de faire beaucoup de retours. Moi, je me dis, ce jeu-là, je regrette de ne pas donner de cours en histoire moderne parce qu'il y a vraiment des tonnes de choses à faire en jouant tel quel, en se projetant sur de la description, en faisant de l'histoire fiction. Les cartes événements sont vraiment excellentes. Je ne sais pas si c'est jouable de zoomer. Non, je n'ai pas trop le temps. Sur les cartes événements, vous irez voir sur Internet, les cartes événements, en fait, on a des événements un peu standards et il y a des événements qui sont associés à certaines nations. Et à chaque fois, le joueur, on a la possibilité de jouer un événement A, un événement B. Souvent, l'événement A est favorable à la nation. Alors, quand c'est une guerre civile, les deux sont défavorables. Mais donc, les Anglais s'en souviendront. Et il y a un événement B. Et c'est intéressant parce que ça met en perspective ces points de rupture qu'on a sur des événements précis où la couronne d'Angleterre va basculer dans l'anglicanisme ou le parlementarisme, le moment où la France va choisir ou non d'aller sur une vision d'intégration des Huguenots ou non. Là, La France a choisi. La France a choisi la voie de l'Inquisition, je crois. De les intégrer et puis après, on passe par l'Inquisition. Voilà, mais c'est intéressant de voir qu'il y a ces décisions politiques qui sont parfois aussi mues par une forme d'urgence économique. Enfin, je trouve que l'exploitation, elle est extraordinaire. Je pense à des jeux comme Endeavor, qui est un jeu vraiment sympa. La mécanique est super propre. On part d'Europe, on s'en va conquérir le monde. Alors c'est vrai, on reparlera peut-être un peu des dimensions éthiques parce que de temps en temps, quand on fait du commerce d'esclaves ou autres... Tu parles de ton... Ah, pas moi, j'ai... Ah oui, si, un peu. J'ai un peu... T'as colonisé le nouveau monde. Ouais, mais... là, c'est vrai. Et en Divor, il n'y a pas le lien histoire, ça? Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le lien histoire, donc on arrive à on peut finir à être une puissance qui n'a plus un seul territoire en Europe, par exemple. Enfin, il y a des choses... Ah oui, et que j'ai un grand plaisir à jouer à ce jeu-là. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Par contre, joué, je crois. Je ne sais pas trop comment je pourrais l'intégrer d'un point de vue pédagogique, si je devais à parler de la période. Mais toi, quand tu parles de histoire-fiction, c'est qu'est-ce qui se serait passé si, par exemple, ça avait changé, un pays avait changé de religion, etc. C'est ça. Ouais. Si la France bascule, là, ça n'a pas été notre cas, la France a été un des fers de lance de la contre-réforme. Et le pape s'en satisfait. Et donc mais la France aurait très très bien pu finalement, sous Henri IV, je ne veux pas faire des cours d'histoire, mais sous Henri IV, la question s'est un peu posée, ça a été en balance et alors très certainement que peut-être que là c'est un grand pas. On n'était peut-être pas à ce point proche de basculer dans le protestantisme, mais ça aurait pu être une voie qui aurait pu être donnée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte-là, après, nous, on peut continuer à dérouler un siècle ou deux. Et pareil pour les jeux d'alliance. Voilà. Donc, c'est sur la réutilisation de ces éléments-là, je trouve que c'est intéressant. Et même, je disais, moi, j'aimerais bien faire créer des cartes événements à mes étudiants si je jouais à ce jeu-là. Je veux dire, imaginez... là, il y a le Concile de Trente. Imaginez quelles sont les possibilités en fait pour le Concile de Trente. Voilà, on parle de l'événement et on essaie de décrire la carte avec des options et qu'est-ce que ça peut se traduire en termes de perte de stabilité, en termes de gain de puissance. Mais il faut qu'ils apprennent les règles du jeu d'abord. Et alors c'est ça, c'est que il y a cet investissement qui est considérable quand même. Qui est considérable pour un jeu de plateau. Parce qu'en fait, là, on dit 16 heures, on est tous à se rouler. Enfin, il y en a certains qui se roulaient sous la table de pleurs et en disant c'est long et c'est dur. Non, il n'y en a aucun. Mais 16 heures, en fait, un jeu vidéo, 16 heures, on y est ultra vite à passer 16 heures dessus. Oui, mais là, on n'a fait qu'une seule partie. Ouais.
Et- non, mais s'il y a un jeu qui me plaît et que je suis en période de vacances, 16 heures, c'est ce que j'aurais fait Après, en on une journée. était, faut préciser qu'on était quand même 6 à jouer. Hmm. Donc forcément, si on joue à moins, les scénarios sont un peu plus petits, on n'a pas toute la carte, Mm. etc. Ça peut aller plus vite. Mais la mécanique du jeu, et alors il y a des. Enfin, alors il y avait une autre partie, on n'a pas répondu, Ouais, il y a une on autre est- partie de la La question. Deuxième partie portée sur justement les Ouais. applications pédagogiques. Est-ce que pédagogiquement, il peut pas y avoir un intérêt de matérialiser les relations entre pays sur le plateau pour discuter de cette situation avec les Mais étudiants on les voit, Ouais. on les voit pas mal dans les, le jeu. les relations. Ouais. Dans l'ancienne version de plein de petits mémoire, pions. il y avait un tableau diplomatique où on pouvait un petit peu comme dans certains jeux vidéo. Avoir les relations. On a un tableau, je sais plus si c'est Age of Empire ou Civilisation plutôt. Je crois que c'est Civilisation où il y a un tableau où on voit les. Arthur confirme, où on voit les relations diplomatiques. Là ici, on peut le voir. Alors c'est quand même dingue parce que là, on était sur la table, le plateau prend quasiment tout, mais je trouve que le plateau il est trop petit. Ouais. C'est Oui, il y a quand un même plateau vache. plus grand, on disait ça. Il y a Il y a un plateau plus tapis grand. de jeu plus grand. Ouais. Et, Mais c'est presque nécessaire, franchement. Et parce que on joue à une échelle assez fine et on a vite fait d'avoir plein de pions entre les unités, les Et on armées, peut les bouger, du coup, un peu se mis à main s'il était où ce pion-là. Ça, c'est un peu. Mm. ça peut- Euh, Mais bon. Tu voulais revenir sur les questions éthiques qui ouais. peuvent se poser. Bah là, enfin, typiquement, ce genre de jeu nous amène aussi à questionner certaines. Enfin, on va jouer, le jeu nous invite à jouer un peu comme l'histoire s'est déroulée, donc avec une expansion européenne, avec aussi une expansion là sur ce siècle-là, avec une expansion ottomane. C'est pareil, là, encore dans les scies, l'Ottoman aurait pu aller prendre Vienne, alors que là, historiquement, ils sont bloqués aux portes de Vienne. Là, ils se sont arrêtés aux portes de Vienne et puis ils ont eu un souci dans leur gouvernance, on va dire. Et il s'est enlisé dans des guerres de conquête, en fait. et avec les Hongrois. Ouais. Et donc, bah là, on a des questions qui sont vraiment éthiques après à poser sur peut-on jouer des puissances coloniales, parce que c'est ça derrière le moteur de l'enrichissement de ces nations. Alors là, essentiellement les Habsbourg espagnols qui ont été dans cette perspective-là. Donc la domination par voie d'impérialisme colonial, l'exploitation par des choix commerciaux, une fois de plus, qui peuvent être considérer que l'être humain est une ressource parmi d'autres dans le deck. On a également une mécanique de jeu pour aller convertir. Convertir. Alors, il y a plein de façons de convertir les autres. Donc, il y a des cubes d'influence qui symbolisent ces éléments-là. On a des cartes. On peut aussi, des fois, à la suite d'une guerre, convertir de force. Et les croisades aussi. Il y a une croisade en Tunisie, alors là, qui est parfaitement fictive parce que techniquement, il n'y a plus de croisade. C'est tardif, oui, quand même. Ouais, la dernière, si on pouvait, ça serait jusqu'en 1400. Oui, en fait, c'est la Reconquista qui se termine dans la deuxième partie du XVe siècle. Mais globalement, l'esprit de croisade n'est plus présent dans la période moderne. Mais ça, c'est des questions qui sont vraiment éthiquement intéressantes après à les discuter. Donc après, je pense pas je connaisse d'historien qui soit dans cette perspective d'aller lire l'histoire nécessairement avec les codes de notre époque. Par contre, nous, en tant que joueurs, pas en tant que personnage, de pouvoir avoir une lecture de ces événements-là de pouvoir les mettre en perspective. La valeur, la portée de la chose, et puis certainement veiller à toujours avoir en briefing et en débriefing un temps où on va pouvoir exposer ce que l'on cherche à faire. C'est pareil, on va avoir besoin de la vue de quelqu'un qui s'en sort mieux que nous. Est-ce que vous pensez que pour une mise en place pédagogique, ce serait plus judicieux d'utiliser le jeu vidéo repas plutôt que le jeu analogique pour Oui, pour éviter le problème de éviter les problèmes de mise en place et de place. temps aussi. Alors, Ça dépend. Ça nécessite des ordinateurs. Ça nécessite des ordinateurs sur lesquels il faut qu'on ait les jeux. Donc, ça ne sera pas forcément plus rapide. Après, moi, ce que j'aime bien avec je suis moins jeu vidéo que certains dans la pièce, mais le jeu vidéo, parfois, nous simplifie la tâche. Et c'est souhaitable sur certains types d'actions. Parce que les calculs où on est obligé de sortir sa calculette pour savoir le nombre de points de victoire, parce qu'il y a des calculs savants et autres. Je
Je trouve que ça, c'est pas forcément utile. Ça enrichit pas ni mon expérience, ni forcément ma compréhension de l'époque. Par contre, parfois, d'être en jeu de plateau physique, ça permet de mieux se projeter sur les conséquences. Moi, en joueur jeu vidéo, je vais plutôt avoir du essai-erreur. Je vais essayer quelque chose, et puis si ça marche pas, je vais le modifier. C'est plus manipulable. C'est plus manipulable. Si la partie, en fait, j'ai fait une énorme erreur, je joue en solo, je vais arrêter, je vais recommencer une partie. Le nombre de fois où sur Civilisation, en fait, j'apprenais comme ça en me disant ah bah tiens, non, je pourrais plus gagner ou c'est nul, j'ai mal joué mon développement. Il y a le mode sans sauvegarde dans Europa Universalis, ouais. Et donc un mode où on peut pas sauvegarder. Il y a une seule sauvegarde, je crois. Ouais. Tu peux pas enregistrer, tester un truc, ça marche pas, je reviens en arrière. Et puis, alors, donc moi je pense qu'il y a au niveau de la compréhension des mécaniques, justement, ça c'est, l'apprentissage d'une règle complexe. Je trouve que ça peut être, c'est une compétence. Je veux dire, nos étudiants, quel que soit leur futur professionnel, ils évolueront dans un contexte professionnel où il y a des règles qui peuvent être complexes, où de temps en temps on a du mode d'emploi. Et ça m'est arrivé, moi, sur des jeux compliqués. Je pense à Antiquity, qui est un jeu qui se joue, comme son nom l'indique, au Moyen-Âge. Et qui est un super jeu, vraiment un super jeu. C'est un des jeux que j'ai vendu, que je regrette le plus, mais bon. Par le nom, peut-être. Et donc Antiquity, c'est les mêmes qui avaient fait Roads and Boats. Et donc c'est des jeux avec plein de jetons. Et ça simulait l'expansion de villes au Moyen-Âge avec vraiment très réaliste sur le fait que quand les gens meurent, ils vont dans des cimetières. Quand ils exploitent la terre, il y a de la pollution. Et donc c'était vraiment un jeu de gestion durable. Et il était très complexe à apprendre. Et donc, j'avais des étudiants qui étaient en développement territorial et durable à l'époque, sur l'urbanisme globalement. Et donc, je leur donnais les règles à lire. Ils potassaient les règles pendant 15 jours, 3 semaines. Et ils n'avaient pas accès d'ailleurs à la boîte en tant que telle. J'en ai juste des copies de règles. Et puis, quand ils arrivaient, ils revoyaient un peu le truc et ils se mettaient à jouer dessus. Et ça peut être aussi une façon de pouvoir, sur ce type de jeu, de dire... il ne va pas y avoir un animateur de table qui va vous expliquer les règles. Dans le méta-jeu, dans l'activité, il y a une responsabilité qui est la vôtre d'apprendre les règles avant de venir jouer. Sur ce jeu, souvent sur les jeux maintenant, il y a énormément de vidéos. Il n'y en a pas tant que ça sur celui-là. Non. Et souvent, en fait, ils expliquent un peu comment... elles sont en anglais, ouais. En français, j'en connais pas des masses. L'éditeur en a fait. Mais en français ? En anglais. Mais en anglais, ouais. En français, il y en a, mais qui présentent vraiment le jeu, etc. Mais moins pour nous apprendre à jouer, stratège. Et puis ça égratigne à peine la surface, vraiment. Ouais. Il y a une profondeur. Et donc, moi, c'est souvent ce que j'essaye de vendre. La complexité crée aussi la richesse stratégique, et aussi tout l'aspect d'immersion, diégétique. Complètement. Et on prenait du plaisir aussi à voir l'histoire se créer ou à modifier le cours de l'histoire. Et alors, par rapport au jeu vidéo, le jeu vidéo, même en mode difficile, parce que j'y joue un peu, j'ai du mal à rester dans quelque chose qui est crédible historiquement. Alors que souvent, quand on joue à plusieurs joueurs, et avec des vrais joueurs, alors c'est peut-être notre influence de joueur, on se dit... l'histoire allant dans cette direction-là, je vais essayer, pas que parce que je sais de façon un peu prophétique qu'à un moment il va y avoir ces événements. Enfin, on se prépare un peu différemment et ça aboutit aussi parfois à avoir des résultats qui sont un peu moins délirants que dans le jeu vidéo. Je peux jouer le duché de Bretagne indépendant au XVe siècle et qui devient la première puissance mondiale. Alors non pas que je doute que la voilà, et donc il y a des éléments qui parfois sont même impossibles dans le jeu. Donc nous, c'est vrai qu'on a joué un scénario qui s'appelait Here I Stand Again, qui est donc sur essentiellement centré sur la guerre de religion, enfin sur l'introduction du protestantisme et ses conséquences en Europe. Et il y a un jeu complet qui s'appelle Here I Stand, qui est un jeu... Je crois, où on joue d'ailleurs à peu près à 6, et on est vraiment mais sur une période plus courte. On doit jouer jusqu'à 80 années.
Il y avait une question encore, c'est est-ce que c'est inné que les Français attaquent les Anglais, par exemple? Bah oui, Bah, en tout cas, parce qu'en fait, quand on commence en Oui, ça l'a- 1444, oui. on commence en 1444, donc bien sûr, si vous allez dire, il n'y a pas eu encore, on n'a pas eu, la guerre de 100 ans se termine en 1453, les dernières batailles n'a pas encore eu lieu, et donc en 1444, quand commence le jeu, le Français est embêté parce qu'il y a des troupes anglaises, il y a l'Aquitaine, il y a la Normandie. L'Artois est peut-être espagnol, non, il doit être aussi anglais. Donc, pour pouvoir accéder à ces ports qui lui permettront d'avoir une expansion par la suite, il est presque nécessairement obligé d'attaquer l'anglais, parce que l'anglais, à ce moment, au XVe siècle, l'anglais est faible, la guerre des Deux Roses qui a lieu, et ce qui fait que presque et puis après, sinon, s'il veut aller avoir une expansion sur l'Est ou au Sud, il va tomber sur les Autrichiens ou les Espagnols qui sont plus puissants que lui, le Français, à ce moment-là. Donc, et puis il faut qu'il aille vite parce que les guerres de religion vont lui casser les pieds. Donc en fait, c'est presque mécanique ce principe-là. De la même façon que l'anglais ne peut pas se retenir d'aller envahir l'Écosse et l'Irlande parce que il a besoin d'avoir des ressources et c'est les ressources les plus faibles à proximité et qui sont donc ce jeu il a cet intérêt cet intérêt, je pense, de nous rapprocher de conditions historiques et le fait d'avoir des moments où l'histoire nous bénit quelque part parce qu'on va avoir des leaders qui sont puissants. Quand Soliman le Magnifique arrive dans les mains du joueur ottoman, il est content parce qu'il est puissant, il gagne plein de points. Moi, quand j'ai Philippe IV d'Espagne qui arrive, alors on ne l'a pas joué, mais quand Philippe IV d'Espagne, certainement je vais pleurer parce que il est moins fort, il est moins puissant. Donc en fait, et puis il y a des événements qui nous arrivent. Donc ces événements et ces leaders et ces objectifs généraux nous amènent à devoir jouer en fonction... à bien jouer en fonction de ce qu'on a dans la main en termes historiques. Et c'est un jeu asymétrique. On commence pas tous avec les mêmes conditions. Je pense que pour gagner, en fait, il faut essayer de limiter les périodes creuses de sa nation et maximiser les périodes fastes de sa nation. Et c'est là où l'intérêt, connaître l'histoire a un intérêt vraiment important parce que Oui. tu peux te projeter et te dire oui, bon, à peu près à tel moment, je vais pouvoir y aller à fond, etc. Parce que je sais qu'il y a tel événement qui va arriver, je vais pouvoir capitaliser dessus, etc. Donc, toi, tu connais bien l'histoire, donc tu as vu des choses. Oui. Je me permets dernière question sur Europa Universalis. Quels conseils on pourrait donner pour permettre à des enseignants d'engager leurs étudiants sur des parties longues Alors, je pense que il y a une espèce de level design quand même à faire, c'est-à-dire c'est un grand pas. Mais une fois de plus, c'est d'accompagner avant l'apprentissage de la règle fait partie. On parle souvent là, de littératie ludique et vidéoludique. Donc, de la même façon que si on veut faire certains types de jeux, il faudrait apprendre à manipuler les contrôleurs. Ici, il y a une maîtrise des règles. Pour les échecs, même si je sais déplacer les pièces, en fait, avant de savoir jouer aux échecs, il faut plusieurs années de compréhension de plein de choses. Si on veut vraiment aller explorer. Mais là, on est sur un jeu abstrait qui a l'air très simple, qui est très complexe au final. Là, ici, c'est un jeu qui apparaît très complexe. Et je pense qu'au final, c'est pas si compliqué. C'est assez fluide. On a beaucoup de choix. Il y a une petite limite peut-être sur des tirages de cartes, vu qui peuvent... c'est un peu des fois absurde de se dire je vais faire du commerce et en fait je vais pas faire du commerce dans des zones où j'ai des marchands ou près de chez moi. Donc j'aime bien le système du commerce, mais souvent c'est quand même il favorise les joueurs les grands empires qui ont beaucoup de commerce en fait. Il y a des tirages aléatoires et il y a des cartes un peu nécessaires qui sont vraiment importantes pour annexer, vassaliser. Moi, c'est le défaut que je trouve au jeu, moi, mais après, on sait pas. L'aspect aléatoire des cartes. Ouais, ça peut être gênant et je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens historiquement parlant. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est clair. C'est un peu dommage, mais bon. C'est pas présumé.
Là, c'est pareil, je joue à Weather Machine ou les jeux de Vital Lacerda de manière générale, ou Hegemony, on va peut-être en parler, en dire 2 mots, mais il y a des jeux qui sont assez complexes, mais on est dans une situation d'apprentissage, donc c'est pas parce que il y a plaisir qu'il n'y a pas d'effort, et donc ça peut tout à fait s'entendre. J'essaie de ah oui, c'était ça. Je veux dire que s'il y avait des gens qui étaient plutôt sur la période antique, il y a je sais pas où est la caméra, il y a un super jeu qui s'appelle ah non, si elle est là-bas la caméra, c'est le rouge. Il y a un super jeu qui s'appelle The Republic of Rome, et qui est pareil, un très gros jeu qui est au moins aussi long que celui-là. Ouais, enfin, il dure facilement 6 heures à 6 joueurs, et on joue des sénateurs qui essayent d'influencer d'autres sénateurs, de gagner des trucs, et c'est pareil, c'est un jeu vraiment très complexe, mais qui nous met dans la période et qui nous amène à la compréhension aussi d'un certain nombre de mécaniques. Voilà, pour réviser mes unités de romaine, on se faisait des parties de ce jeu-là. Pour les apprentis historiens qui nous écoutent, c'est des bons conseils, j'imagine. Oui. Il y a beaucoup de jeux historiques vraiment bien. Mais à voir, moi, sur la durée. Ouais. Ah oui, oui. Sur l'engagement au cours de la partie, alors moi, j'arrive à. Enfin, parce que ça me plaît, j'arrive à avoir, je pense, un niveau d'enthousiasme constant dans la partie. Alors, de temps en temps, je suis même ultra enthousiaste, je me mets debout. Un peu trop, même. Un peu trop. Mais c'est assez amusant de voir que, de vous voir et d'observer que de temps en temps, vous avez un désengagement. Et puis, les mécaniques, justement, d'événements ou d'alliances et autres qui vont faire que, par des effets conjoncturels liés au jeu, on peut se réengager. Et c'est peut-être plus facile d'avoir ces cycles de réengagement sur des parties longues que sur des parties courtes où, allez, je lâche l'affaire, c'est pas grave. Si on a fait une partie Wingspan et ça devait être long, ça t'intéressait moins, et du coup, j'ai quand même joué. Oui, mais en fait, le désengagement dans Europa, il intervient si tu t'arrêtes ton tour un peu vite. Ouais. Là, tu fais plus rien du tout. Mais le réengagement, je trouve qu'il intervient avec les événements, en fait. À chaque fois, on était super contents parce qu'il n'y a que 3 événements visibles à chaque fois. Il y a la peste. Ouais. Parce que on va l'envoyer en Angleterre. Quand on joue à 6, il y en a 7 et on en joue 3. Enfin, 3 sont visibles et 4. Et puis à chaque fois qu'on en joue un, on en révèle un autre. Et à chaque fois, on est tout fou de c'est quoi. Parce qu'il y a souvent les événements qui nous sont favorables. Et ça influe beaucoup de notre stratégie quand même de jeu. Il faut compter avec les événements pour jouer. Parce qu'on est obligé d'en jouer un, on va pas rentrer dans les détails des règles, mais chaque joueur en joue au moins un par tour. Et voilà. Mais le problème de finir un tour trop tôt, et là, tu fais vraiment plus rien, quoi. Il y a des jeux. Ouais, non, mais il y a des jeux qui permettent de faire des petites actions un peu nazes, même quand tu as passé ton tour, comme Eclipse, où on peut encore faire des actions, ça vaut pas le coup, mais ça peut aider. Là, on regarde ce que font les autres joueurs, mais là on joue vraiment plus, quoi, et ça peut être long. Parce que c'est que quand 4 joueurs ont passé, je crois que ça arrête le tour. Alors, il nous reste une action à faire. Et on n'a pas joué avec une option qui aurait rallongé un peu le jeu, c'est qu'on peut aussi avoir des. Alors c'est des bots, on a des énergies, des dynamiques au royaume non joueur. Et parce que c'est un jeu solo aussi. Ça peut être aussi un jeu solo avec des arbres de décision qui ont l'air vraiment fous. Si je cherchais un truc pour vous montrer, et donc ça permet aussi d'avoir des contrebalanciers avec des nations qui sont pas jouées par des joueurs mais qui peuvent aussi agir comme des joueurs. Je voulais vous montrer. Parce qu'autrement ils sont passifs et ils n'agissent que si on leur déclare la guerre, par exemple. Autrement ils font pas grand chose. On peut facilement être allié avec eux, c'est juste des mécaniques d'influence, etc. Mais ils n'agissent que si on les attaque. Vraiment, ils font pas grand-chose. Par contre, ça alourdit beaucoup le jeu. On en discutait tout à l'heure, avant de faire l'émission. Et ils recommandent pas plus de 3, tu me disais. Ouais. Alors, je sais pas... Tu peux, à mon avis, par ici. Non. On joue avec la caméra. On joue avec la caméra. Alors, là, ce que je voulais vous montrer, ça, si... avec un zoom à la Scorsese... Donc l'arbre de... Ça ici, c'est un... Pour la paix, ça. Ça, c'est pour la paix. Et donc, en fait, pour dire à quel point là, le jeu est complexe, donc déclarer la guerre, c'est pas simple. On peut pas toujours déclarer la guerre comme on veut. Il faut avoir des bonnes raisons. Il faut un casus belli. Il faut avoir
des claims. Et en fait, là, pour faire la paix, c'est pareil. Donc ça, c'est un art de décision pour savoir quels sont les types de paix qu'on va pouvoir négocier. Et donc, tous les points jaunes sont des questions qu'on va se poser pour pouvoir savoir si on peut avoir le droit à telle et telle paix. Et donc, c'est voilà, pour rendre compte un peu du travail de conception qui a été réalisé ici pour pouvoir aboutir à cela. Et là, je vois bien une appli qui pourrait gérer les décisions des royaumes dynamiques, comme tu dis, pour accélérer un peu le jeu, quoi. Oui, comme... souvent en plus, c'est souvent des applis qui sont pas officielles, c'est des fans qui les font. Voilà, le jeu n'a que 2 ans. Ouais. Et d'ailleurs, on n'a pas, je crois que c'est un Kickstarter, il me semble. Oui. Ça a été un financement des joueurs, en fait. Oui. Si vous connaissez Kickstarter, c'est des gens qui investissent leur argent pour financer le jeu, en fait. C'est de l'argent qui bien ont des investi. contreparties, et dont une version de luxe. Là, c'est la version retail, comme on dit, c'est la version magasin, mais il y a une version de luxe avec des petits plateaux creusés, des trucs, des petits jetons en bois. Ça fait plaisir. Voilà. On va, je pense, s'arrêter là sur Europa Oui, Universalis. on pourra en parler encore longtemps. Oui, on pourrait en parler longtemps. On avait quelqu'un qui nous proposait de faire carrément un CC sur la compréhension des règles. Mais complètement. Voilà. Ouais, mais complètement. Je pense alors ça, c'est typiquement en plus, ça pourrait être des choses on pourrait le co-construire avec une intelligence, avec ChatGPT. Ça, on pourrait vraiment faire trouver des QCM pour aller vérifier les points de règle avant. Mais alors sur ce jeu-là, il y a des fois, en fait, comme les règles sont spécifiques, on est obligé des fois presque de faire des arbitrages collectifs en se disant ok, on comprend que c'est ça qu'il faut faire. Voilà, il y a quand même une bonne communauté quand même. Ouais. Si on met le problème sur Google, généralement on a des réponses. Et souvent des réponses officielles des auteurs qui viennent sur les forums pour répondre aux questions, ça c'est cool. Merci. Donc, merci à vous deux. On a hâte de faire la suite. Prochain scénario. On va passer à notre deuxième point. On va faire venir Lucie Tamboise qui va discuter avec nous de la Murder Party que l'on a proposée la semaine dernière, mercredi 20 mars, dans le cadre du festival Enquête de Science. Bonjour Lucie. Alors pour rappel, donc, le festival en question, c'est un festival de médiation, de vulgarisation scientifique qui est piloté par l'abbaye Rosalind Franklin, qui a lieu à l'université de Caen et qui est majoritairement animé par les étudiants de l'université. Et cette année, il fêtait sa 8e édition et nous, on a eu la chance de pouvoir proposer une animation en tant que membre du Gaming Lab et avec la double casquette doctorant en littérature. Oui, du coup, comme on est avec Arthur et Florine, comme on est tous les trois en littérature à côté, comme thème de vulgarisation, on avait choisi les lettres classiques et du coup de sensibiliser les étudiants à la question homérique à travers le scénario de notre jeu. Très bonne introduction à notre... Bien révisé. Et du coup, peut-être que déjà, on peut revenir sur ce que c'est la Murder Party, parce que de ce que je vois en tant que grande amatrice de Murder Party, c'est assez peu connu à part des initiés. Les gens connaissent beaucoup les escape games et souvent, on confond un petit peu les deux. Alors, comment définirais-tu une Murder Party? Merci pour cette question, Lucie. On devrait l'inviter plus souvent. Ah ouais. Murder Party, c'est une forme de jeu de rôle grandeur nature au croisement avec le jeu d'enquête. C'est un jeu qui est né en Écosse dans les années 1930 et le principe, c'est que les joueurs incarnent des personnages qui sont confrontés à un crime, comme son nom l'indique, dans un cadre de huis clos. Donc on sait que le coupable et son complice sont forcément parmi les joueurs. Donc chacun doit mener l'enquête tout en incarnant son personnage et souvent chaque personnage a ses propres motivations, ses propres objectifs. Les innocents doivent trouver les coupables doivent faire en sorte de ne pas être démasqués. Donc ça fait appel à un peu de théâtre d'improvisation et à beaucoup de déduction aussi. On joue plutôt en individuel qu'en équipe par rapport à l'escape game par exemple. Il y a beaucoup moins la partie d'énigmes logiques et beaucoup plus de communication entre les joueurs et la fouille de pièces par exemple est accessoire, possible en tout cas, mais pas obligatoire. Tu veux ajouter, Jérôme? Et sur les durées, c'est pareil, ça peut être plus variable. Oui, ça peut être 2 heures comme une nuit entière ou un week-end entier. Il y a j'aimerais beaucoup y aller. Il y a des châteaux, par exemple, qui proposent des week-ends entiers de Murder Party. Si quelqu'un veut m'offrir ça pour mon anniversaire. Voilà, pour le principe de la Murder. On pourrait faire un litchi. Une cagnotte.
Et donc, à partir de ça, nous, effectivement, on a conçu un scénario. Donc, Ouais, est-ce que tu peux nous dire le titre? Parce que tu nous as dit Alors, le sujet. c'est Homer m'a tué. Très Voilà. fier de ce titre. Ouais. Vous avez la Bah, tu es ER ou E? Alors, On a conservé la faute d'orthographe. Ah, c'est fort. Ça a Ça m'a démangé fait un petit Florine de corriger, mais Avec une petite étoile pour rappeler que oui. c'est une faute Ah, d'orthographe. on aurait nous dit le c'est une savons, faute c'est volontaire. Et donc, en quelques mots, dans quelle situation étaient immergés les joueurs Alors, c'était un colloque donc, organisé par le célèbre Pierre Nélope, grand chercheur fictif spécialiste d'Homère, qui aurait trouvé une preuve indubitable de l'identité d'Homère qui fait débat donc, depuis toujours. Je spoil la fin, mais Non, faut pas spoiler la fin. Faut pas. Là, c'est très bien. Mais voilà, et du coup, donc, il va arriver quelque chose de tragique à Pierre et les joueurs qui sont bloqués donc, en haut du mont Olympe, sans police, sans réseau, doivent enquêter eux-mêmes pour trouver parmi eux le responsable du tragique destin de Pierre Nélope. Il n'y a pas un policier, un détective à la Hercule Poirot. Là. Les joueurs ne sont pas... On n'a pas intégré effectivement de Ouais. personnage de détective. Ça arrive souvent dans les murders, Ouais, donc ce souvent, serait ouais. complètement envisageable. Alors, avec des fois le souci pour certains joueurs qui sont pas un peu expérimentés, que si, je me dis, lui c'est un inspecteur, moi je vais rester à siroter mon coca. Enfin, C'est-à-dire qu'il est forcément innocent parce qu'il est insulté. Oui, voilà, et puis mais d'avoir surtout un désinvestissement. Moi, Oui. on a vu ça des fois avec des Ah joueurs, donc ne pas avoir un qui est l'officiel. Ouais, mais l'inspecteur, il vient t'interroger. Oui, mais justement, il a l'initiative de l'enquête. Là où, en fait, je trouve que ce qui est vraiment sympa dans la Murder Party, enfin, il y a plusieurs façons, mais c'est que justement, tout le monde doit un peu enquêter, et y compris le coupable doit faire un peu semblant il faut créer de faut mettre d'enquêter. le frère de la victime, il faut mettre des gens qui ont un intérêt à enquêter, du coup. Enfin, Le frère d'Homère. Eh ben, en Non, mais fait, le Pierre il y avait un Nélope, frère. souvent, tu as à la fois des personnes qui vont être des proches de la victime ou des personnes qui vont travailler avec Ouais. elle. Mm. Globalement, on a travaillé à ce que tout le monde ait un mobile possible. Mm. Et, on avait quand même, pour rebondir sur ta question, on avait quand même un personnage de journaliste qui faisait un petit peu le lien avec le personnage Petit côté d'enquêteur, enquêteur, ouais. d'ailleurs qui a très bien mené l'enquête. Et donc... Oui, après, pour être sûr que les étudiants ils restent engagés, c'est pas obligatoire, je pense, mais nous, on avait Arthur qui faisait partie des personnages, donc qui jouait avec les gens, et dès le début, il a engagé les étudiants, il les a poussés un peu à discuter. Il y avait combien de joueurs? il a poussé. C'était une murder pour 13 joueurs. 13 joueurs. 13 joueurs en comptant donc Arthur, qui était un petit peu notre agent double, Ouais. qui avait, comme disait Lucie, une fonction d'engagement, mais aussi une fonction intéressante par rapport à un événement qui allait Qui se passait dans le surgir scénario. et qui allait relancer l'enquête en apportant un indice clé pour ceux qui savaient bien l'interpréter. Et justement, peut-être que tu peux revenir un peu sur comment on a travaillé, comment on a conçu la murder. L'écriture de... Oui, on avait commencé du coup juste par l'idée de vulgarisation parce que Damien nous avait demandé de faire ça pour le On a Gaming obéi. Lab, gentiment. Et oui, on a commencé par concevoir le meurtre, ce qui se passait, le thème. Et ensuite, on a réfléchi au personnage et pourquoi il serait là, quel intérêt ils auraient Mhm. à tuer. Donc ça, c'est vraiment une écriture qui pourrait se rapprocher de... Un roman. On veut écrire un roman, on est un Complètement. petit peu dans la même chose. J'ai une intrigue, les personnages, comment ils sont reliés à l'intrigue, qu'est-ce qu'ils peuvent y apporter. Oui, ça pourrait être un exercice en cours de création Ouais. ou en master de créa littéraire, c'est vrai. Il Et faut notre- du temps par contre, mais... Il faut un peu de temps. Nous, ça nous a pris 2 mois, en gros, entre l'écriture et la communication. Alors qu'on aurait pu etc. faire 3 parties de repas universalistes pendant ce temps-là. C'est vrai. Mais l'avantage par rapport à l'écriture, en plus, c'est que la Murder Party joue quand même sur un peu des clichés de personnages et Ouais. d'événements, même si après, évidemment, on peut aller loin dans la personnalisation des caractères, etc. Mais donc, c'est une structure de roman policier qui va être assez facilement balisable et dans lequel on peut se lancer. D'ailleurs, nous, c'était de l'écriture collective. On a vraiment Ouais, en fait grande ça à partie. 3. Et on a commencé par écrire le scénario, du coup, et après, on a choisi le système de jeu, si je me souviens bien. Ouais. Pour en trouver un qui était adapté autant que possible à notre scénario, qui fonctionnerait avec le nombre de joueurs qu'on avait. Ouais, on a fini par ça. Et puis en dernier, après, c'était toutes les questions d'immersion. Est-ce qu'on fait des fouilles fictives ou est-ce qu'on met des vrais indices comme un escape game pour aider les gens à être plus dans l'ambiance, dans le décor? On a fini par ça. Et une des grosses questions d'écriture ou de conception, en tout cas, c'était l'équilibre aussi entre la difficulté des indices, les fausses pistes. Oui.
Combien de fausses pistes, le chemin d'indice que les gens pouvaient suivre, est-ce qu'ils avaient tous la possibilité de tout trouver? Parce que du coup, chaque personnage qui avait à la fois des qualités et des défauts, qui était du coup, chacun était louche, mais chacun avait aussi une petite piste, un début de rumeur ou un indice qu'il était le seul à connaître. Donc la circulation d'informations Ouais. est essentielle. Ça peut être une piste d'adaptation aussi entre équipes. C'est presque du team building, mais apprendre à faire circuler l'information. On a fait un choix qui se fait surtout souvent dans les murder parties qui ont une durée assez longue, mais c'est de donner une capacité spéciale à chaque personnage en fonction de ses compétences, notamment compétences universitaires en l'occurrence, mais pas que. Oui, on avait des compétences d'érudition ou de recherche sur Ulysse Voilà, moteur de recherche universitaire bien connu. Et inversement, il y avait aussi des personnages qui n'étaient pas forcément du cadre universitaire, qui pouvaient téléphoner à des amis, etc. Donc, oui, ils avaient tous des actions spécifiques qu'ils pouvaient faire, et du coup, ils avaient tous autant de chances. Enfin, on a essayé qu'ils aient tous autant de chances de pouvoir résoudre le jeu. C'était un des enjeux d'équilibre. Au niveau du public visé parce que si on revient sur la base du projet, il n'y avait pas forcément d'objectif pédagogique à l'origine. C'était proposer avant tout une animation ludique. Mais on a eu un petit peu envie d'ajouter un objectif dont tu as déjà commencé à parler. Qu'est-ce qu'on en retient? À quelle étape de sensibilisation tu penses qu'on a réussi ou pas? Ouais, je pense que... Alors, je sais pas, ça doit être difficile d'aller plus loin que la sensibilisation à un sujet avec une murder, je pense, parce que les gens, ils sont tellement investis dans l'histoire qu'on avait essaimé beaucoup de choses dans le décor et aussi dans la vie des personnages qui étaient des choses vraies sur la question homérique et du coup qui les informaient. Mais ça restait pris dans l'histoire, ça restait le thème à l'arrière-plan. Je pense que ça doit être dur d'aller plus loin que la sensibilisation dans ce genre d'exercice, je sais pas. Après, c'était la première qu'on écrivait, donc... C'est vrai que ça reste une phase d'initiation, c'était pensé comme ça. Mais après, comme tu dis, on avait pu... En fait, on avait fait le choix d'envoyer les fiches personnages aux joueurs avant, aussi pour qu'ils puissent arriver costumés. Par exemple, certains l'ont fait et c'était très, très chouette. Et du coup, dans les fiches personnages, il y avait déjà une part de vulgarisation, de transmission d'informations liées aux enjeux de la querelle homérique, la question homérique. Et on avait rajouté une quinzaine d'ouvrages dans le décor. Oui, dans les sacs des personnages, selon si c'était des spécialistes de tel ou tel aspect de la question. Et on a fait un débriefing. Oui, on a fait un débriefing à la fin, ouais. Qui avait pour fonction de faire un point sur la question homérique aujourd'hui et de revenir sur ce qui était faux dans ce que nous, on a pu ajouter et de ce qu'il en est vraiment des débats entre les spécialistes. Et des réactions des gens à la fin. Alors, en l'occurrence, on avait une spécialiste parmi les gens dans la salle, mais pour les gens qui étaient en sciences ou en... Il y avait des gens en géo, je crois, qui ne connaissaient pas du coup. On avait des gens de l'UFR de sciences. Ils n'ont pas posé des questions à la fin sur le sujet, mais plutôt sur l'intérêt du sujet, pourquoi avoir choisi ça, et pourquoi c'est important. Donc c'est déjà un petit pas. Et le double enjeu, c'était aussi de faire une introduction à ce que c'est qu'un colloque universitaire. Aussi, ouais. Parce que c'est la vie de doctorants, de chercheurs. Que c'est dangereux, il y a des meurtres. N'y allez pas. Plus... Et ça, pour le coup, ça fonctionne. Ouais, parce qu'on l'avait structuré comme un vrai colloque. Il y avait un faux labo, des faux organisateurs, un faux accueil de colloque. C'est ça. C'est vraiment... en termes de compétences, je veux dire, c'est vraiment intéressant de se dire il y a le sujet qui est joué, qui peut permettre d'être l'objet vraiment d'apprentissage. Il y a après toute la dimension, je pense, des compétences psychosociales qui sont développées pendant la partie aussi, qui sont vraiment... donc même si on n'a pas d'objectif pédagogique avec n'importe quel, j'ai envie de dire, murder, on va développer nécessairement un certain nombre ou en tout cas on va mobiliser un certain nombre de compétences parce que si on n'interagit pas avec les autres, il ne se passe rien. Et même d'ailleurs c'est dramatique parce qu'on est certainement porteur d'informations qu'il va falloir faire passer. Voilà, et donc c'est une mécanique qui est intéressante parce qu'elle nous oblige à nous mettre en relation avec les autres, et y compris presque pour le coupable. Le coupable, s'il reste dans son coin, il dit rien. Peut-être qu'on va l'accuser, mais on ne comprendra pas quelles ont été ses motivations. Je trouve que c'est aussi intéressant d'aller dans cette perspective, au-delà de gagner ou perdre, de se dire que
on a une situation qui va nous permettre de faire circuler de l'information à travers et de pouvoir aller identifier des éléments, reconstruire. Et aussi sur la compétence à l'improvisation, et donc interagir avec les autres, partager l'information, improviser, j'ai presque envie de dire, c'est des compétences, si on reboucle sur nos chercheurs ou nos apprentis chercheurs, enfin on est en permanence dans ces perspectives-là. J'arrive dans un colloque, j'ai plein de choses dans ma tête, il y a d'autres gens, si je leur parle pas, ça sert à rien d'y aller. Il va falloir que j'y aille, que je m'expose, que je prenne des risques. Et finalement, je reviens vivant. Hein, mais... Ça me fait penser, j'ai vu que l'université de Caen s'était dotée d'un tribunal entre guillemets fictif pour que les étudiants de droit s'entraînent. Oui. Et finalement, ça pourrait être une façon de s'entraîner à arriver dans un colloque. C'est un projet, oui. Pour des très jeunes chercheurs, étudiants de master par exemple. On a aussi, je trouve, c'est également une très bonne solution auquel des fois les collègues ne pensent pas. On pense très vite escape game parce que c'est très tendance et voilà. Et alors que c'est pas forcément une super. Je vais pas revenir sur les 1001 problèmes des escape games, mais c'est une proposition qui est pas forcément si adaptée. Alors que vraiment sur le côté murder, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, qui a moins les éléments de stress qu'on peut avoir dessus. Il n'y a pas ce sentiment de frustration qu'on a à être bloqué. On est stressé parce qu'il faut aller vite, il faut sortir vite, il faut trouver. On est en équipe, il y a les tensions entre les joueurs, le petit tyran qui nous dit ce qu'il faut faire. On a le côté mince, je suis un débile, j'arrive pas à faire ça. 4, 8, 12, c'est quoi ces codes? Enfin, on a de multiples occasions de passer un mauvais moment voilà, et là, on est dans une expérience que je trouve qui est vraiment intéressante et qui renvoie à des codes qui sont, je ne veux pas dire universels, mais ce principe de l'enquête, le whodunit, là, il est vraiment commun, enfin, de toute la littérature. On parlait d'Agatha Christie, voilà, de tous ces principes-là. Et encore, c'est pour ça que j'allais chercher, je ne me souvenais plus du nom de cette série, mais c'est en plus très tendance. Il y a beaucoup de séries et de films qui sont autour de cette culture-là. Le film Glass Onions, par exemple, ou à couteau tiré, ou la série Only Murders in the Buildings, Et puis il y a la mode du true crime des podcasts. Ouais. Donc c'est quelque chose qui suscite de l'intérêt. Et c'est une des difficultés qu'on a dans des jeux, c'est de faire en sorte que on ait envie de jouer. Et parfois on n'est pas super motivé. Enfin, je regarde Takako, mais voilà. Ou avoir une belle volière, des fois ça motive certains joueurs. Mais là, ici, on a quelque chose qui fait que ça marche souvent. Il y a un meurtre, il y a un mystère, on veut le résoudre, et on a une curiosité. Donc c'est une vraie bonne formule pédagogique et qui n'est pas si souvent utilisée. Et même le côté GN, grandeur nature, on n'ose pas déjà de les faire jouer, ça peut être quelque chose, mais de les faire jouer déguisés, les travestir, d'aller théâtraliser cette pratique-là, c'est des éléments et des expériences fortes. Et au contraire, c'est vraiment sympa de les jouer dans un contexte sécurisé d'apprentissage. Et d'autant plus sécurisé, comme vous l'avez fait, que derrière, vous allez pouvoir remettre justement des éléments de cadrage scientifique sur... On a transmis une petite bibliographie. Sur le Mont Olympe, il fait froid. Et d'ailleurs, le jeu de rôle, même si ça fait peur d'aller jusqu'à la murder, par exemple, ça peut être utilisé de façon vraiment d'initiation dans un cours. Ouais, et puis après, oui, nous, on a mis des petits déguisements, des choses comme ça, mais en termes de matériel, c'est vraiment pas demandeur. Moins qu'un escape game, juste une feuille de personnage, et c'est suffisant en soi. Complètement. Et d'ailleurs, peut-être conclure sur ça, mais on a fait un espèce de kit qui permettra à des enseignants de s'en emparer éventuellement. Et peut-être on songe à une diffusion, par exemple, sur le site murderparty.org. En tout cas, si ça peut être réutilisé, ouais. Félicitations pour cette création originale. Un vrai plaisir de création, en tout cas, et d'animation. Alors, pour finir, on va présenter un événement dont je crois qu'on se réjouit ici. Ce sont donc les journées scientifiques de la ludopédagogie qui
auront lieu à l'université de Caen les 5 et 6 décembre prochains. On regarde par la fenêtre parce qu'il y a une averse terrible qui s'abat sur le carnaval étudiant qui se rassemblait devant les... Avec le vent en plus. Donc il y a du vent et il fait froid. Et pardon. Mais j'espère qu'il n'y en aura pas. Et, il y en a pas. Et Le 5 et 6 décembre, bah non, en fait, il pleut une fois par an en Normandie. Et donc, ouais, le 5 et 6 décembre, ça, c'est une excellente nouvelle et on s'en réjouit. On s'en réjouit beaucoup de pouvoir organiser au CEMU 2 journées scientifiques. En fait, ce sera une journée sur 2 jours. Voilà, du jeudi après-midi jusqu'au globalement vendredi midi à peu près. Donc 2 demi-journées consacrées à la ludopédagogie. Donc ce sont des journées scientifiques. Donc contrairement à ce qu'on organise ou ce qu'on fait, où on va à beaucoup d'endroits, où on donne plutôt la parole à des retours d'expérience, à des praticiens, l'idée ici est de pouvoir essayer d'établir voilà, des vues plus larges de ce que actuellement justement, la science, les game studies notamment, nous disent de la question de l'apprentissage et notamment de la question de l'acquisition de compétences. On a beaucoup d'informations et de confirmations que le jeu est un facteur d'engagement. Aujourd'hui, c'est sourcé, c'est établi et on n'a pas de problème pour pouvoir l'affirmer. Un jeu, ça engage. C'est une activité engageante. Par contre, est-ce que le jeu permet, dans un contexte scolaire ou universitaire surtout, de pouvoir développer des compétences ? C'est-à-dire en substitution, en clair, d'une activité ou en complémentarité d'un autre type d'activité. Est-ce que sur la compréhension des luttes de classe, alors je ne sais pas si le terme il est tout à fait juste, mais des dynamiques sociales dans un territoire, est-ce que le jeu Hégémonie permet, en y jouant, de développer, de mobiliser ses compétences ? On est dans l'enseignement supérieur traversé par une injonction qu'on va pas, on porte pas de jugement sur cette injonction ici, c'est pas le lieu, mais en tout cas la question de l'approche par compétences est maintenant présente dans tous nos programmes et dans toutes nos dynamiques de formation. Comment en fait cette approche par compétences peut être soutenue par des actions par le jeu, au sens le jeu que l'on crée, donc on fait créer le jeu aux étudiants ou on le crée, le jeu qu'on va mobiliser, le jeu qu'on va analyser, ou même le jeu en tant qu'objet culturel. Des fois, ça peut être aussi des supports, des supports pour pouvoir, des fois pour comprendre certains phénomènes. Je pense que avoir une lecture de l'offre ou de l'évolution de l'offre de jeu en tant qu'objet culturel, c'est un objet, enfin c'est certainement l'objet culturel majeur de notre époque. Et si vous n'êtes pas convaincu, c'est pareil, venez le 5 et 6 décembre. Donc c'est ces éléments-là qui nous intéressent. Donc on aura une formule qui sera un peu différente de certains colloques où on cherche plutôt à avoir un très grand nombre d'intervenants qui sont en parallèle et qui font des retours très courts de leurs expériences. Ici, on essaiera d'avoir quelque chose avec peut-être moins de conférenciers et conférencières, mais avec un temps plus long et pour pouvoir faire des mises au point scientifiques basées sur des études et peut-être moins des retours de cas pratiques. Donc c'est pas c'est pas une journée d'études, c'est une journée scientifique à ce titre-là. Est-ce qu'on sait déjà un petit peu des sujets en particulier qui vont être abordés ? C'est ce que je disais par rapport un petit peu là. Donc le jeu vraiment en tant que tel dans la classe, dans la situation, tout ce qui peut nous apporter, comment on peut le mobiliser en outils, en artefacts, en situation. Mais également, il y aura la dimension de l'inclusion qui nous intéressera. C'est pas qu'il faille mettre le mot inclusion ou intelligence artificielle à toutes les sauces, mais le jeu peut être un élément qui, justement, peut être mobilisé pour travailler à faire de nos établissements et de nos programmes et de nos formations et de nos enseignements des moments, des lieux plus inclusifs. On a également en tête l'idée de pouvoir aller dans une direction de transformation. Donc, c'est-à-dire que comment on fait pour dépasser l'agir personnel. Quand on est dans une structure
on a des personnes qui individuellement se mettent à jouer, ou se mettent à faire jouer, ou se mettent à créer des jeux. Comment, si on dépasse ce cadre individuel et on se projette au niveau de la gouvernance, donc on aura, j'espère, des vice-présidents, des membres de gouvernance qui vont venir, comment on fait pour faire une stratégie autour du jeu? Est-ce que c'est sur des modalités en se disant, bah tiens, comme à Caen, enfin, je ne cherche pas à vendre notre soupe, mais par exemple, nous, à Caen, on a choisi de développer un game lab, un gaming lab. Il y a d'autres universités qui ont fait ce choix d'avoir un service qui est rendu, qui est visible, qui est institutionnalisé. On met un budget, on met des moyens et on fait des expérimentations, on fait de la formation. Donc, comment on peut aussi venir en soutien et en quoi ces éléments peuvent transformer. On aura aussi, et c'est un vrai souhait, de ma part, d'avoir une lecture critique de ce que le jeu ne peut pas faire. Parce que la ludopédagogie, c'est une proposition pédagogique parmi d'autres, au milieu des pédagogies actives, et ça peut être une mauvaise idée d'utiliser le jeu à certains titres. Je pense que Nicolas en conviendra tout à fait, parce que des fois, c'est toi qui concrètement se retrouve à devoir développer le jeu, et si c'est pas quelque chose qui est... c'est pas toujours la bonne solution pour pouvoir faire ça. Et donc ça nous intéresse aussi d'aller explorer ce périmètre des limites. On a souvent dans les colloques scientifiques une version positive. Antoine Tally, qui s'il nous regarde ou nous regarde, je le salue. Ce chercheur au CNRS en biologie, mais évidemment très investi, c'est l'ancien président du conseil scientifique d'Ikigai. Et donc son propos est souvent de dire que quand on propose quelque chose qui explique pourquoi ça marche pas, on n'est pas pris dans une communication. Si je viens dire, j'ai fait une expérience qui démontrait que ça marchait pas, et je voudrais faire une communication dessus, on a moins de chances d'être pris que si on dit j'ai fait une expérience et ça marche, c'est super. Ces éléments-là, nous, on voudrait aussi pouvoir donner la parole à ces acteurs de la recherche qui peuvent aussi apporter une limite à cet objet, à cette pratique, parce qu'évidemment, elle n'est pas toute puissance, et donc comment on démêle l'intérêt de l'effet de mode, notamment. C'est essentiellement ça. Et puis, enfin, dernier objectif, peut-être à ces journées, et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a le soutien on bénéficie du soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à travers la Direction générale de l'Enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. C'est peut-être aussi d'avoir un acte fondateur pour que la communauté francophone autour de la ludopédagogie puisse se retrouver peut-être à intervalles réguliers dans cette perspective. Il existe différents réseaux qui agissent, qui font des choses qui sont intéressantes. Ça pourrait être bien peut-être de renforcer, de recroiser tous ces réseaux-là et d'avoir un petit peu ce qu'avait été, alors ça parlera à certains, l'objectif franc-jeu, qui était d'avoir une association autour de la recherche, autour des jeux en francophonie. Mais le Covid a tué, comme beaucoup de dynamiques, celle-là. Et donc là, l'un des objectifs serait aussi d'avoir un petit peu un colloque fondateur pour pouvoir imaginer une structuration de cette recherche francophone autour de la ludopédagogie. Et donc justement, en termes de public, ça s'adresse aux membres de cette communauté, aux chercheurs, aux praticiens, aux accompagnateurs, aux gouvernances. Et puis, alors il y aura une surprise, et elle n'est pas encore faite, c'est que donc s'il y a un jeudi après-midi et un vendredi matin, c'est qu'il y aura un jeudi soir. Et le jeudi soir, on essaiera de trouver une façon peut-être moins descendante, un peu plus inclusive, un peu plus dynamique, de pouvoir se rapprocher de la réalité de cette pratique ludopédagogique dont on parlera pendant les 2 jours. Donc voilà, avec des possibilités sur la table, soit de jouer, soit pourquoi pas, de regarder d'autres jouer dans un mode compétitif, pourquoi pas de se mettre dans une nuit de création, pourquoi pas d'aller faire tester des prototypes. Voilà, on en a pas mal d'idées. Et puis voilà, et comme on décide à plusieurs, on va attendre les collègues des universités et du comité d'organisation qui viendront nous soutenir dans ces choix-là.
Ça donne envie, j'espère que ça donne aussi envie dans le public. Est-ce qu'il y a des modalités d'inscription Alors là, c'est juste un Save the Dead pour l'instant, donc tout se passera sur Sciences Conf, sur le site du CEMU, donc il y aura les informations qui viendront, sur les réseaux aussi, on recommuniquera ces éléments-là. On aura certainement un appel à contribution qui sera lancé en mai, je pense, et l'idée est de pouvoir avoir un programme à la rentrée, des inscriptions qui commenceront, qui pourront commencer un peu avant l'été, mais ce sera surtout après l'été qu'on fera toute cette campagne d'inscription. Généralement, on aime bien s'inscrire quand on voit le programme. Ouais. Un peu les têtes d'affiche, ce qu'il y a à la cantine. Voilà. Donc, est-ce que les têtes d'affiche, est-ce que vous en ferez partie? Est-ce que vous allez communiquer c'est plutôt pour faire venir des gens après. Ça aurait pu être l'occasion d'intervenir. Oui, alors c'est pas voilà. À voir. À voir. Ouais. Ne tente pas. On n'a pas, je pense, de questions supplémentaires dans le public, mais en tout cas, n'hésitez pas. Au niveau des journées ludopédagogie, vous n'avez pas forcément autre chose à ajouter? Pour l'instant, non, c'était voilà. C'est déjà une bonne présentation. Donc, 5 et 6 décembre, retenez bien la date. Dans ce cas-là, je vais vous remercier vivement. Merci. Tous les trois et Arthur, évidemment. Et Arthur, d'ailleurs, est-ce qu'on a des petites images du carnaval Ça carnavalise un peu, là? Ou est-ce que les gens ne sont pas encore arrivés? Ça coup-ci, coup-ça, mais il faut dire que le climat... il se prête pas des masses. Bon, espérons qu'il n'y aura pas des masses d'hypothermie cette nuit. Bon, en tout cas, si vous faites le carnaval, profitez bien, faites attention à vous. Si vous ne le faites pas, faites attention aux autres. Aussi. Venez découvrir le carnaval normand. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain live le 11 avril à 12h30. Je ne sais pas si on a un sujet à teaser. Alors, ça sera super intéressant car je ne serai pas là. Waouh. On va pouvoir parler. Génial. Donc rendez-vous en tout cas le 11 avril prochain. Merci de nous avoir suivis sur Twitch ou LinkedIn. Les épisodes sont retrouvables comme à chaque fois sur la médiathèque pédagogique de l'Université de Caen, avec une bibliographie, avec tout ce qu'il faut pour vous informer. Merci à tous, bonne journée. Merci Florine. Au revoir, merci. Au revoir.